Ils n'avaient pas conscience du tout de ce qu'ils avaient fait. Il faut que les jeunes puissent continuer à travailler encore et encore. Ce qui a suivi, c'est des rencontres. Je vais avoir besoin d'aide. Nimpo! Invocation! Mince, ça va pas marcher, faut que j'essaye autre chose. Peut-être comme ça. Nimpo! Invocation! Ouais, ça a marché! Hey, konnichiwa, Shikamaru-sama. Watashi wa nani o subeku ka? Hey Setsuna-chan, je vais avoir besoin de ton aide, il y a tellement de choses à montrer. Yorokonde! Bienvenue dans cette nouvelle édition de Yume no Japan. Yume no Japan est un festival sur les cultures d'Asie, principalement japonaises, se déroulant à Châteauroux. Créé par l'association Kibono Yume, le festival a vu naître sa première édition en mai 2014. Ensemble, découvrons cet événement qui nous offre énormément d'activités diverses et variées. Commençons notre aventure par une activité phare du festival, le jeu de Go, présenté par Sébastien Bourdex. Alors le jeu de Go, c'est un jeu de stratégie qui se joue à deux, comme les échecs ou les dames par exemple, et qui, contrairement à ces deux-là, n'a pas pour but la capture des pièces adverses, mais plutôt le partage d'un espace qui est constitué d'un plateau qui commence en étant complètement vide, et qui va se remplir petit à petit, chacun jouant une pierre à son tour, de manière à délimiter des zones qu'on va fermer petit à petit et qu'on va appeler des territoires, à l'intérieur desquels chaque intersection libre vaudra un point. Donc le but à la fin, c'est d'avoir plus de points que son adversaire. Donc dans le jeu de Go, on parle en intersection et pas en cases, contrairement aux échecs et aux dames où les pièces sont posées dans des cases. Ici, on pose des pierres sur des intersections. Et il faut petit à petit réussir à créer des zones qu'on va fermer pour avoir un maximum de points et surtout plus que l'adversaire à la fin de la partie. Pour ça, comme aux échecs et aux dames, on va pouvoir capturer des pièces de l'adversaire, mais c'est pas le but. C'est un mécanisme qui vient en plus dans le processus. En gros, le principe, ça va être de les entourer complètement pour finalement les empêcher d'agir, et dans ce cas-là, on les retire du plateau, ça devient des prisonniers, et à la fin de la partie, ça revient dans les territoires de celui qui les a perdus, ce qui fait que ça fait des intersections libres en moins et donc des points en moins. Il faut faire attention à ne pas s'en faire trop prendre, mais la meilleure manière, c'est d'essayer une partie pour voir comment ça se passe et vraiment comprendre les principes. Alors ça peut être variable. Nous, généralement, on fait des parties de 1 heure, 1 heure et demie. Certains vont jouer en blitz comme aux échecs avec une pendule et un temps d'horloge très limité. Dans ce cas-là, une partie peut durer 20 minutes. Laissons le jeu de Go et faisons quelques pas pour aller voir l'association Wabi Sabi. Michi et Terada nous partagent son savoir sur le furoshiki, les origamis, la calligraphie japonaise ou encore l'ikebana. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Wabi Sabi? Wabi Sabi, c'est le terme de bois du thé. Et puis wabi, c'est wabishi, c'est-à-dire que solitude. Et puis sabi, c'est quelque chose d'éphémère. Si on explique un mot, c'est simplicité, beauté et puis harmonie. C'est l'écriture japonaise. Voilà. En fait, 3 sortes d'écriture, kaisho, gyosho, sosho. Et puis on apprend
au moment d'atelier, simplement kaisho, parce que c'est la base de calligraphie. C'est un peu lié avec le zen, esprit de zen, c'est-à-dire qu'on se concentre bien et puis on dégage ce qui n'est pas nécessaire, quoi. Parce que c'est carré de tissu. Là, on utilise pour donner les cadeaux et puis c'est éco parce qu'on n'utilise pas papier pour ajouter, donc c'est écologique. Ensuite c'est esthétique. Ah, floral. Oui, au début c'est pour, comment dire, remercier au dieu, entre guillemets c'est du japonais, voilà. Kami on l'appelle. Petit à petit on a développé et puis maintenant c'est l'art. Voilà. Il y a plusieurs écoles de Ikebana et puis je suis maître de Ikebana diplômé de Saga Koryu. Origami c'est pliage de carrés de papier. Là, il y a plein de choses on peut faire, mais ce qu'on devait faire aujourd'hui c'est la base parce que j'imagine il y aura des débutants, donc on va prendre la base. Mais en fait on peut faire quelques objets utiles. Par exemple on peut faire la boîte avec une feuille de papier pour transmettre son esprit, quoi. Par exemple à Hiroshima il y a 1000 grilles. C'est en même temps priage mais prière. Voilà. Donc pour souhaiter de soigner les gens, on prie. Voilà. Donc c'est pas simplement priage mais il y a des prières dedans. Continuons notre chemin direction la culture mongole avec Ruslen Sundui. Mais Ruslen, pouvez-vous nous expliquer les particularités de la culture mongole? Parce que nous, au visage asiatique, quand on nous voit, tu sais qu'on est comme chinois, comme les Japon, comme le vietnamien. Et nous, on est un peu différents dans l'Asie, par exemple. Nous, on est au visage asiatique et notre culture est un peu différente que l'autre Asie. Par exemple, nous, l'écriture a déjà changé et tout ce qu'on vous présente, c'est notre ancienne écriture traditionnelle, ancienne écriture. Et là, on utilise maintenant en ce moment moderne, cyrillique. Déjà, avec tout ça, notre culture, tout ce que nous mangeons a changé. On est nomade, c'est ça la différence. Mais notre calligraphie, c'est, notre écriture ancienne est comme un corps humain. On écrit vertical et on tourne comme le soleil qui tourne. Droite et gauche, on tourne toujours. On écrit déjà vertical et on tourne toujours droite et gauche. Et il y a comme un humain, il y a les dents, il y a la tête. On n'a pas de majuscule. On a un couronne qui commence, les mots qui commencent avec un couronne ou la tête. Et après, on continue le dos. Il y a les dents, il y a le ventre. Et à la fin, il y a la queue. Et comme un humain. Les calligraphies sont vraiment magnifiques. Entre celles mongoles, japonaises et latines, nous avons pu observer les gestes et voir le rendu de ces mots écrits avec soin. Mais il nous reste encore de la route, direction les arts martiaux. Hey Chikamaru, regarde, les arts martiaux arrivent! Génial! Les clubs de kendo, d'aïkido, de judo et de karaté sont présents et nous allons pouvoir découvrir ces sports. Quelle discipline va-t-on découvrir? Je te propose de rencontrer Bruno Dominguez et Héloïse Meunier pour nous présenter et nous expliquer ce qu'est le karaté. Alors le karaté, en fait le style qu'on pratique c'est le karaté Shotokan, qui est un art martial créé par maître Funakoshi. On utilise karaté, ça veut dire l'art de la main libre, main nue. Donc on utilise nos bras et nos jambes comme des armes. Et donc c'est basé sur des impacts avec nos bras et nos jambes. C'est un esprit zen dans un sport sain. Donc en fait c'est un art martial, donc c'est un sport pour se défendre et non pas, ça vise pas forcément à attaquer l'adversaire. On ne voit pas forcément se blesser à chaque cours. On voit pas l'attaque, mais par contre on sait contrer. Voilà, on apprend à maîtriser notre corps. On se défend et on sait contrer derrière. Il y a le combat et puis il y a le travail de self-défense aussi qui est moins axé sur les frappes, plus sur les prises. Donc ouais, c'est vraiment, on peut continuer
à faire ce sport, je pense, sur la durée. C'est un sport sur la durée. C'est un sport qui est, je pense, qui défoule, ouais. Alors pour les plus petits, on va être plus axé sur des jeux pour que ce soit plus ludique. Mais le karaté, en fait, c'est vraiment ouvert comme sport. On n'y voit pas que le combat, forcément. Il y a plusieurs aspects et ça, c'est bien, en fait. C'est un sport qu'on peut pratiquer très très longtemps sans se lasser. Moi, j'ai découvert ma passion et je me vois encore continuer à 70 ans sans problème. C'est impressionnant. Cette énergie et ces combats, les arts martiaux fascinent toujours autant. Et les plus jeunes, comme les plus vieux. À Yume no Japan, nous avons pu assister à des spectacles qui sont remarquables. Et avant de continuer, je vous laisse les admirer un peu. Mais le festival n'est pas fini. Les jeux de rôle étaient aussi présents. Et grâce à l'association Card Gamer, nous avons pu nous y initier. Vincent Friboulet, président de l'association Card Gamer, nous explique et nous apprend le jeu de rôle. Le jeu de rôle, on pourrait le définir comme en gros un jeu vidéo mais version papier. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on va créer un personnage comme on le ferait dans un jeu vidéo. La différence, ça sera sur un papier. Donc on a besoin de cette feuille de personnage, on appelle ça. On a besoin d'un crayon, on a besoin de dés pour pouvoir faire la part aléatoire. Ce que fait le jeu vidéo normalement naturellement avec des calculs. Et après on interprète un personnage tout simplement en parlant, ce qu'on appelle du roleplay. Et donc on interprète de façon verbalement, c'est-à-dire qu'on va pas prendre une manette et guider le personnage, on va dire voilà il va faire telle chose par rapport au scénario et l'univers qui sera proposé par un maître de jeu qui lui a préparé une aventure pour les joueurs. On appelle communément le maître de jeu. Pour mieux définir, dire un conteur. Il va conter une histoire et les gens vont interagir dans cette histoire. Donc l'idée c'est surtout de faire jouer les gens en communauté quelque part, c'est-à-dire pas chacun dans son coin mais ensemble. Et s'amuser ensemble comme n'importe qui le ferait peut-être à l'extérieur, mais là l'avantage c'est que bon, on a des lieux, on a des locaux qui permettent de rassembler plus de personnes qu'on ne peut avoir dans les maisons, des garages, Alors, comme de tous les jeux de rôle, il n'y a pas de but de gagner ou de perdre. Le but, c'est de faire évoluer son personnage et de s'amuser. C'est-à-dire que c'est pas comme un jeu de société où il y a forcément un gagnant et un perdant. C'est pas comme un jeu vidéo, de toute façon, le but, c'est, voilà, on va gagner la partie, on va finir le jeu. Là, le personnage est là pour jouer et s'entraider. Parce qu'il y a très très peu de jeux qui sont, je dirais, l'un contre l'autre. C'est toute une équipe qui va jouer contre les maîtres. Mais les aventures ne s'arrêtent pas parce que c'est selon l'imagination du maître de jeu qui va proposer. Là, on a fait ce qu'on appelle un one-shot, par contre, qui a un début et une fin. C'est-à-dire qu'ils ont un but ultime à faire. Et donc, il faut que le maître de jeu explique les différentes parties pour qu'eux puissent évoluer jusqu'à la fin finale, qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas. Mais de toute façon, la partie sera finie, qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas. C'est un peu les joueurs contre le maître de jeu, quelque part. C'est super de pouvoir découvrir ces initieuses activités proposées. Experts et débutants, jouons ensemble, l'un apprenant à l'autre comment jouer. Mais continuons cette formidable aventure avec les conférences proposées sur le festival. Commençons par la première conférence avec Étienne Masseyo et Aurélien Ducoudray qui vont nous faire découvrir un univers et nous expliquer ce qu'est le comics. La bande dessinée américaine, ça commençait d'abord dans les journaux, des strips de 4 cases avant d'être ensuite en pages, les pages du dimanche qui étaient des strips complets. Et ensuite c'est apparu en petits fascicules et maintenant en album. En fait, ça vient de là. Au début c'est des strips. Oui, c'était 4 cases alignées, 4 à 6 cases alignées. Dans les strips, t'avais Popeye, Mickey, Donald, Calvin et Hobbes. Et des centaines de personnages qui ont disparu parce qu'il n'y a pas eu de recueil de strips à l'époque. L'archétype du comics, c'est la bande dessinée de super-héros. Un type qui se retrouve avec des pouvoirs par accident ou par leg. Voilà. Et puis qui devient c'est ça, le sauveur de la veuve à l'orphelin. Je pense qu'il y a aussi une façon de raconter. Le comics, c'est souvent en 3 strips. Le format.
C'est Ouais. pas du tout le même format que franco-belge. Franco-belge, t'as souvent 5 strips, 5 bandes pour raconter des pages plus grandes. Le comics, c'est tout de suite plus ramassé en 3 strips. Il y a eu 2 périodes dans les comics. Il y a eu avant le code Hays et après. Le code Hays, c'est quelque chose qui interdit pornographie, violence, etc., l'allusion, la drogue et tout ça. Du coup, ça limite les histoires et le code Hays a explosé un moment. Du coup, maintenant, on pouvait raconter tout ce qu'on voulait. C'est super d'avoir pu échanger avec Étienne et Aurélien. L'histoire du comics est pleine de mystères. Pour notre prochaine étape, nous allons rejoindre Johanna Lardy et Nicolas Bureau pour découvrir le manga. Un manga, c'est donc une bande dessinée japonaise qui se présente sous un format, un livre de poche, broché, noir et blanc, qui est vendu à une somme assez modique et qui paraît environ tous les mois pour la version reliée. Le terme exact vient d'un artiste, a été créé par un artiste en 1814 qui s'appelle Okusai. Okusai est très connu pour la grande vague de Kanagawa. C'est la vue du mont Fuji. Voilà. Manga veut dire image dérisoire, image au fil de la pensée. Donc ce sont des petits dessins, des croquis environ, qui traitent de tous les sujets, aussi bien vie quotidienne, légendes, etc. Caricature. Pour faire simple, le manga en France, il est arrivé par l'animé, par les dessins animés, par les commandes des chaînes françaises comme Arte, comme Antenne 2 à l'époque, hein, donc ça date, qui se sont dit il nous faut du dessin animé pour occuper des créneaux horaires. Donc on achète en masse au Japon puisque ça coûte pas cher, parce qu'en France ça coûtait trop cher de faire des dessins animés. Hein. Donc on a acheté du manga japonais, ça coûtait pas cher, on en a acheté en paquet. Donc il y a eu Goldorak, c'est le premier qui a cartonné, hein, donc sur Antenne 2, après ça a suivi Goldorak. Ça coûtait pas cher parce qu'il y avait une technique très particulière. Une technique voilà, assez particulière. L'animation japonaise n'utilise que 4 images secondes, contrairement à un dessin animé type Walt Disney qui en utilisait 12 à l'époque. Donc moins de planches, moins cher, plus rapide à faire. Donc, une BD comme Tintin ou Astérix va servir une histoire. Le personnage sert une histoire. Donc on a 44 pages, tant de cases. Il faut que l'histoire soit terminée à la fin du premier volume ou à la fin du deuxième volume. Tandis que, donc oui, on s'arrête à l'histoire. Tintin et l'étoile mystérieuse. Astérix, c'est le chaudron magique. À la fin, il a résolu, c'est pas voilà. Contrairement au Japon, où là, on suit le parcours et l'évolution du personnage. Donc c'est plus facile de s'identifier, notamment quand on est adolescent et qu'on est un petit peu perdu. Le personnage se prend des claques dans la figure, tombe, se relève, se fait des amis, etc. Il se bat, il évolue. L'idée d'évolution, il grandit, il évolue. L'idée souvent positive de la génération, c'est-à-dire la nouvelle génération va dépasser l'ancienne. Alors ça, c'est les choses les plus présentes, par exemple dans Naruto. Voilà. L'idée de dépassement. La nouvelle génération doit faire mieux que la génération précédente. Alors souvent l'idée de la guerre, hein, forcément les Japonais ils sont toujours marqués par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, pardon. Donc là, ils n'ont pas oublié, donc ils se disent qu'il faut toujours arriver à s'élever, et psychologiquement, socialement, voilà, toujours l'idée de s'élever. C'est important chez les Japonais. Il y en a pour tous les goûts. Les conférences sont passionnantes et nous permettent d'échanger, de débattre ou encore d'apprendre. Mais les conférences ne s'arrêtent pas seulement à la BD. Avec des thèmes autour des fantômes japonais animés par Yoshiki Shimomura, de Satoshi Kon animé par Ahmed Aboraïm et Yoshiki Shimomura, ou encore autour des jeux vidéo avec Arrête de faire peur à ta mère animé par Morgane Delage, c'est une vraie richesse qui nous est proposée. Shikamaru, viens voir, le concours cosplay commence. C'est génial, mais c'est quoi le concours cosplay? Je te propose de rencontrer Julie Guir et Damien Goncalves Ferreira, organisateurs de cette animation, pour qu'ils nous expliquent. Alors, le cosplay, c'est le fait de revêtir et d'incarner un personnage tiré d'un jeu vidéo, d'un manga, d'un animé, de tout ce qu'on veut en fait, n'importe quoi. On en trouve aussi tiré des films, des séries, etc. Après, donc il y a l'aspect costume et l'aspect, on va dire, prestation, que ce soit dans les allées d'une convention, c'est-à-dire le fait d'incarner un minimum son personnage et le faire en prestation, c'est-à-dire en concours, où c'est vraiment l'aspect, disons, caractère du personnage est vraiment travaillé. C'est à ces moments-là que c'est les plus intéressants. Le costume, faut soit le faire effectivement chez soi, soit l'acheter. Mais la partie play est très importante. Par exemple pour les assassins, ils ont une manière bien à eux de marcher et de courir, qui leur permet en fait, au cas où ils doivent changer de direction, donc partir complètement à 90 degrés, cette façon de courir leur permet de le faire sans perdre une seconde et sans perdre de vitesse. C'était très marginal à la base. Faut savoir aussi certaines anecdotes, par exemple pour les perruques. À l'époque, il y avait une matière, 2 longueurs, 3 couleurs.
c'est tout. Et du coup, c'est vrai que quand on voit les premiers cosplays, c'est très drôle en fait, parce que c'est parfois difficile de trouver la ressemblance. Mais c'est vrai que ça part voilà, du principe de reconnaissance de la culture à laquelle on appartient. On essaye d'aller plus loin, parce qu'à l'époque, justement, tout ce qui était animé, manga, c'était vraiment très marginal. Et du coup, les gens ont voulu aller à fond là-dedans et dire bah écoutez, vous avez votre culture, on a la nôtre, on la vit à fond et on l'assume complètement. Et c'est ce qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Disons que le côté assumé est un peu à moindre mesure, parce que ça commence à être une culture assez populaire. Mais en soi, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté j'affiche ce que je suis, j'affiche ce que j'aime. C'est aux États-Unis que c'est devenu le plus connu en fait, puisqu'il y a eu les grosses conventions qui étaient, on va dire, connues internationalement, étaient surtout aux États-Unis. Au départ, vu que le Japon, les gens avaient très peu de contact dessus, les conventions japonaises étaient très, très fermées. Le cosplay s'est donc étendu aux États-Unis, et des États-Unis, donc souvent c'était des gens qui étaient déguisés en Yoda, enfin qui s'étaient peints sur le red vert, tout ça. Donc c'est vrai que comme tu dis, c'était plutôt ridicule en fait quand on regardait les débuts. Mais avec ce qu'on a. Voilà. Mais ils étaient contents de jouer leur personnage, et c'est ça qui est intéressant en fait dans le cosplay, c'est déjà de se faire plaisir en fait en le faisant. On n'est pas là pour, ça fait plaisir aux gens quand ils nous voient. Il faut surtout que nous on se fasse plaisir. Des fois, il y en a qui perdent l'aspect fun et je fais du cosplay pour gagner. On essaie justement d'éviter ça sur le Yume no Japan, de vraiment garder l'aspect on est là pour s'amuser, on est là pour montrer aux gens ce qu'on sait faire, on est là pour montrer qu'on n'est pas que des débiles dans des costumes. On fait notre truc vraiment pour nous et pour les gens. Shikamaru, qui a gagné le concours cette année? Eh bien, c'est le duo Assassin's Creed. Je suis très fier parce que avoir une jeunesse qui vraiment s'est rassemblée pour montrer quelle était leur passion à la fois dans les arts de la calligraphie, dans les déguisements, voilà, s'habiller comme les mangas, dessiner, faire un show, un concours du meilleur, du plus beau manga, on va dire. Enfin, voilà. Là, ça c'est vraiment superbe, et pour le jeune maire que je suis, ça fait plaisir de se dire voilà, notre jeunesse elle est là. On est dans un département qui n'est pas que vieillissant, on a aussi une jeunesse active, pleine de volonté, pleine de talent, et qui donne envie aux autres de les suivre. Setsuna, nous arrivons à la fin. Non, Shikamaru, il y a encore beaucoup de choses à voir. Oui, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas tout voir ici. Alors je vous invite à venir à la prochaine édition du festival. Super bonne idée, Setsuna. Allons tous au prochain Yume no Japan, où la programmation sera encore plus riche. Hi. Le festival Yume no Japan est vraiment particulier. Il est unique et ses couleurs rayonnent comme pour nous éclairer. Cette aventure s'arrête ici. Mais n'oubliez pas, l'association Kibono Yume est active toute l'année et tous seront heureux de vous faire partager leur passion. Mais aussi, venez participer aux prochaines aventures. Venez aider Kibono Yume à apporter vos couleurs et vivre une expérience enrichissante. Le travail associatif, c'est riche. L'éducation populaire, c'est riche. Vous êtes en plein dedans. Il ne faut surtout pas oublier ça. Il faut se dire que c'est très formateur, que ce sont des apprentissages hyper importants, et même quand on fait un tout autre travail après, on n'oublie pas, et c'est des souvenirs charmants, merveilleux. Et puis surtout, il faut réussir à se renouveler. Il est temps pour nous de partir vers d'autres aventures. Alors sur ces images, nous vous disons merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, et à bientôt.
Shattered pictures means I'm moving on, baby. It used to be, but you haven't been lately. What's love is strong, but now it fades away faintly. I thrash and kick, but all you try to do is soothe me. You're punching goods as you continue to abuse me. You're begging me, so I attempt to say it smoothly. So I said, relation demised by and pleasurable inside. Where is the outside? Or am I still inside? Your only downside is that you're so damn snide. Inside, outside, snide your downside. So where is the upside? Where is the upside? To play your games of Donna Nasty on me. You cheated me, then tried to win me over coldly. Bet you never thought that I would leave so boldly. You're screaming this, but honey, you ain't gonna move me. No way to miss you, I had a chance and now you lose me. Stop begging me, so I attack you with a crudely. So I am relations at low tide. When kicked in the blind side. Where is the outside? Or am I still inside? Your only downside is that you're so damn snide. Inside, outside, snide your downside. So where is the upside? Where is the upside? Shadow pictures means I'm moving on, baby. It used to be, but you haven't been lately. Was love is drumming, now it fades away faintly. Where is the outside? Or am I still inside? Your only downside is that you're so damn snide. Inside, outside, snide your downside. So where is the upside? Where is the upside? The only downside is that you're so damn snide. Inside, outside, snide your downside. So where is the upside? Where is the upside? Oh, 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 where is the upside? My thoughts are so empty whenever you leave me, so leave it only for a day. Found in desperation of a body without soul, come and put you in me, skinless cold. Body without soul, come and put you in me, skinless cold. Coming down, see the shadows of my love, where all the monsters came. Maybe blue eyes in a black shirt. I stay eyeing you, have no one to blame, 'cause the door is open and the wolf is coming. Let me show you the beauty of this world before it's too late, 'cause the door is open and wolf is coming. Let me show you the beauty before I leave you in this place. Moonlight coming to me to help me to see what I lost in the way. Please pretend it's okay to find a place where I can rest. Please pretend it's okay. Shadows afraid coming down, see the shadows of my love, where all the monsters came. Maybe blue eyes in a black shirt. I stay eyeing you,